Installez-vous confortablement, là où vous vous trouvez en ce moment, et permettez à votre corps de s'abandonner doucement dans la surface qui vous accueille. Sentez le poids de vos épaules qui s'enfoncent progressivement, comme si une main invisible et bienveillante vous invitait à lâcher prise, à relâcher toutes les tensions accumulées au fil de cette journée qui s'achève maintenant dans la pénombre apaisante de cette soirée. Fermez les yeux si vous le souhaitez, ou laissez simplement votre regard se perdre dans le vague, sans chercher à fixer quoi que ce soit, en observant les ombres douces qui dansent sur les murs autour de vous. Prenez une longue inspiration, profonde et tranquille, en laissant l'air frais remplir vos poumons, avec une lenteur délibérée, puis expirez tout aussi lentement, en imaginant que chaque souffle emporte avec lui un fragment de fatigue, un morceau de préoccupation qui se dissout dans l'obscurité. Votre mâchoire se détend, vos lèvres s'entr'ouvrent légèrement, et vous sentez cette douce lourdeur qui commence à envahir vos membres, un par un, comme une vague tiède et réconfortante qui monterait depuis vos pieds jusqu'au sommet de votre crâne. Nous allons voyager ensemble ce soir. Voyager à travers les siècles et les continents, sur les traces d'une histoire qui commence dans les montagnes brumeuses d'Éthiopie, où les premiers rayons du soleil caressent des arbustes sauvages aux baies rouges brillantes. Une histoire de découverte et de partage, de rituels et de contemplation. Une histoire qui serpente à travers les déserts, traverse les mers et vient se poser doucement dans nos tasses, chaque matin, chaque soir, comme un murmure ancestral qui nous relie à des millénaires de tradition. Le café, cette boisson sombre et envoûtante, porte en elle les secrets de terres lointaines, les parfums de forêts oubliées, et le murmure de milliers de voix qui, depuis la nuit des temps, ont cherché dans cette simple infusion un moment de pause, un instant de sérénité au cœur du tumulte du monde. Laissez votre respiration trouver son propre rythme maintenant, sans forcer, sans contraindre, simplement en observant le flux naturel de l'air qui entre et qui sort, comme les marées qui montent et descendent sur une plage déserte au crépuscule. Sentez vos pieds qui deviennent plus lourds, comme s'ils s'enfonçaient doucement dans un sol meuble et accueillant, un sol de terre rouge et chaude, là-bas, très loin, dans les hauts plateaux éthiopiens, où notre histoire prend racine. Vos chevilles se relâchent, vos mollets s'apaisent, et cette sensation de lourdeur bienfaisante remonte le long de vos jambes avec une douceur infinie, transformant chaque muscle en une masse détendue et sereine. Nous allons marcher ensemble, non pas de nos pieds physiques, mais avec notre esprit voyageur, à travers des paysages qui existent depuis toujours, qui ont vu naître et mourir des civilisations entières, des paysages où le temps semble s'écouler différemment, plus lentement, au rythme des saisons et des vents qui portent les graines d'un continent à l'autre. Et pendant que nous voyageons, votre corps continue de se détendre. Vos cuisses deviennent plus lourdes. Votre bassin s'enfonce dans le matelas. Votre colonne vertébrale s'allonge et se dépose, vertèbre après vertèbre, dans une position de repos parfait. Ce soir, nous n'avons nulle part où aller, rien à accomplir, aucune tâche urgente qui nous attend. Nous sommes simplement ici, ensemble, à écouter l'histoire d'une graine, d'un arbre, d'une boisson qui a traversé les âges pour venir jusqu'à nous, portant dans ses arômes complexes toute la mémoire du monde. Laissez vos bras reposer le long de votre corps, paume ouverte vers le ciel, dans un geste d'abandon total, et sentez comme vos épaules s'abaissent encore un peu plus, comme si un fardeau invisible glissait doucement de vos omoplates pour disparaître dans les profondeurs accueillantes de votre lit. Les premières brumes du sommeil commencent peut-être à danser aux confins de votre conscience, et c'est parfait ainsi. Accueillez-les avec douceur, sans résistance, en vous laissant bercer par le son de ma voix qui va vous accompagner tout au long de cette nuit, vous guidant à travers des paysages oniriques où le passé et le présent se confondent dans une harmonie paisible. Votre nuque se détend, votre tête s'enfonce dans l'oreiller comme dans un nuage de plumes, et vos paupières deviennent si lourdes qu'elles ne demandent qu'à rester closes pour toujours, protégeant vos yeux de toute lumière, de toute sollicitation extérieure. Notre voyage commence maintenant, dans la douceur de cette relaxation profonde, et nous allons nous laisser porter par le courant de l'histoire, sans effort, sans volonté, simplement en nous abandonnant au flux des mots, des images, des sensations qui vont se déployer devant nous comme un tapis de velours sombre et accueillant. Respirez, détendez-vous, et laissez-vous glisser doucement vers les contrées mystérieuses de l'Éthiopie ancestrale, où tout a commencé, il y a si longtemps que même les pierres ont oublié,
Imaginez les hauts plateaux d'Éthiopie au lever du jour, quand la lumière est encore incertaine, quand le ciel hésite entre la nuit et l'aube, quand les nuages bas s'accrochent au flanc des montagnes, comme des lambeaux de brume paresseuse qui ne veulent pas se dissiper. Vous marchez sur un sentier étroit, à peine visible, tracé par des millénaires de pas discrets, un chemin qui serpente entre les arbres aux troncs tordus et les buissons épineux, un chemin que seuls connaissent les bergers et les chèvres qui errent librement dans ces terres sauvages et reculées. L'air est frais, presque froid, portant avec lui l'odeur de la terre humide, de l'herbe mouillée par la rosée nocturne, et ce parfum particulier des forêts d'altitude, mélange de résine, de mousse et de feuilles en décomposition, qui forment un tapis moelleux sous vos pieds. Vous entendez au loin le tintement léger d'une clochette, suspendue au cou d'une chèvre qui broute tranquillement les feuilles tendres d'un arbuste inconnu, et ce son cristallin se répercute dans le silence du matin comme une note de musique égarée dans l'immensité. C'est ici, dans cette région que l'on appelle aujourd'hui Kaffa, que pousse depuis la nuit des temps un arbre particulier, un arbre qui ne ressemble à aucun autre, avec ses feuilles d'un vert sombre et brillant, ses branches qui s'étirent vers le ciel dans un mouvement de prière silencieuse, et ses baies qui passent du vert tendre au rouge écarlate en traversant toutes les nuances de l'orange et du pourpre. Ces arbustes de café sauvage, les Coffea arabica, dans le langage des botanistes modernes, ont toujours existé ici, bien avant que l'homme ne pose son regard sur eux, bien avant que quiconque n'imagine qu'ils portaient en eux le secret d'une boisson qui allait conquérir le monde. Ils poussent à l'ombre des grands arbres de la forêt, protégés du soleil direct par un dais de feuillage dense, baignés dans une lumière filtrée qui crée des jeux d'ombre mouvantes sur le sol. Et ils produisent leurs fruits 2 fois par an, suivant le rythme immuable des saisons des pluies qui balaient ces montagnes, avec une régularité métronomique. La légende raconte qu'un jeune berger nommé Kaldi, dont le nom résonne encore dans les mémoires orales des villages éthiopiens, gardait son troupeau de chèvres dans ces hauteurs brumeuses, passant ses journées à errer de clairière en clairière, suivant les animaux qui cherchaient l'herbe la plus tendre, les feuilles les plus savoureuses. Un jour, alors que le soleil déclinait déjà vers l'horizon occidental, teignant le ciel de ses roses profonds et de ses oranges intenses, qui n'existent que sous les tropiques, Kaldi remarqua que ses chèvres se comportaient de manière inhabituelle. Au lieu de se préparer doucement au repos du soir, de chercher un coin abrité pour ruminer tranquillement les dernières bouchées de la journée, elles sautillaient avec une énergie étrange, presque fébrile, leurs yeux brillants d'une vitalité que le jeune homme ne leur avait jamais vue. Intrigué, il observa plus attentivement et constata qu'elles avaient brouté les baies rouges d'un arbuste particulier, des petits fruits charnus qui ressemblaient à des cerises miniatures et qu'elles semblaient en redemander, tendant le cou vers les branches les plus hautes pour attraper les dernières grappes. Kaldi, avec cette curiosité innocente qui caractérise ceux qui vivent au plus près de la nature, qui observent chaque jour les signes et les mystères du monde végétal, décida de goûter lui-même ces baies étranges. Il en cueillit une poignée, sentit d'abord leur peau lisse et fraîche entre ses doigts, puis porta l'une d'elles à ses lèvres et mordit dedans, découvrant une chair sucrée et agréable, légèrement acide, qui enveloppait 2 petits grains durs au centre. Le goût n'était pas désagréable, plutôt doux et fruité, mais ce qui suivit fut bien plus remarquable. Quelques instants après avoir mangé plusieurs de ces baies, Kaldi sentit une vague de vivacité l'envahir, une clarté d'esprit nouvelle, comme si le brouillard qui enveloppait habituellement ses pensées en fin de journée se dissipait soudainement, laissant place à une acuité mentale surprenante. Il ne ressentait plus la fatigue qui accompagnait normalement les longues heures passées à marcher dans les montagnes, à surveiller le troupeau, à porter les agneaux nouveau-nés ou à défendre les chèvres contre les prédateurs occasionnels. Émerveillé par cette découverte, Kaldi cueillit quelques branches chargées de baies et descendit vers le monastère le plus proche, un ensemble de bâtiments de pierre blanchie à la chaux, perché sur un éperon rocheux qui dominait la vallée comme un nid d'aigle suspendu entre ciel et terre. Les moines de ce monastère, vêtus de leurs longues robes blanches traditionnelles, passaient leur journée dans la prière et la méditation, cherchant l'élévation spirituelle à travers le jeûne et les longues veillées nocturnes où ils psalmodiaient des textes sacrés dans la lueur tremblotante des lampes à huile. Kaldi leur présenta sa découverte, expliquant avec des gestes enthousiastes l'effet remarquable que ces baies avaient eu sur ses chèvres et sur lui-même.
et suggéra que peut-être cette plante pourrait les aider dans leurs longues heures de prière nocturne, les aider à rester éveillés et concentrés pendant que le reste du monde dormait. Le supérieur du monastère, un homme âgé au regard profond et bienveillant, dont la longue barbe blanche descendait jusqu'à la ceinture de sa robe, examina les baies avec attention, les tournant entre ses doigts nouneux comme s'il cherchait à lire dans leur surface brillante les secrets qu'elles contenaient. Il était méfiant, comme le sont souvent ceux qui ont la charge des âmes, prudent face à tout ce qui pourrait détourner ses frères de leur quête spirituelle, et dans un geste qui allait devenir ironique rétrospectivement, il jeta les baies dans le feu qui brûlait au centre de la pièce commune, déclarant qu'il ne fallait pas se fier à ces plantes sauvages dont on ne connaissait rien, que la vigilance spirituelle devait venir de la volonté et de la grâce divine, non d'une substance terrestre. Mais alors que les baies commençaient à brûler dans les flammes, elles dégagèrent un arôme extraordinaire, un parfum intense et envoûtant qui envahit rapidement tout le monastère, se glissant sous les portes, montant vers les plafonds voûtés, s'accrochant aux tentures et aux vêtements comme une présence invisible mais indéniable. C'était un parfum à la fois terreux et céleste, riche et complexe, évoquant simultanément la forêt humide, le grain grillé, le chocolat amer, et quelque chose d'indéfinissable qui semblait toucher directement une corde sensible dans l'âme de ceux qui le respiraient. Les moines, attirés par ce parfum extraordinaire, sortirent de leurs cellules et se rassemblèrent autour du feu, inspirant profondément cette fumée odorante qui montait en volute gracieuse vers les hauteurs de la salle. Le supérieur lui-même, malgré sa réticence initiale, fut subjugué par ce parfum qui semblait porter en lui quelque chose de sacré, une promesse de révélation ou de transcendance. Il retira les baies du feu, ou plutôt ce qu'il en restait, des grains maintenant noircis et craquants qui fumaient encore doucement, et remarqua que l'arôme devenait encore plus intense, encore plus captivant après cette torréfaction accidentelle. Dans un éclair d'inspiration, il ordonna qu'on écrase ces grains grillés et qu'on les plonge dans de l'eau bouillante, pensant peut-être créer une sorte d'infusion médicinale ou de breuvage rituel qui pourrait capturer l'essence de ce parfum merveilleux. L'eau prit rapidement une teinte sombre, presque noire, et quand les moines goûtèrent cette première infusion de café de l'histoire, ils découvrirent une boisson amère mais étrangement réconfortante, qui réchauffait le corps de l'intérieur tout en éveillant l'esprit avec une efficacité remarquable. Ils passèrent la nuit suivante en prière, sans ressentir la moindre somnolence, les yeux clairs et l'esprit affûté, capables de méditer avec une concentration qu'ils n'avaient jamais atteinte auparavant. Dès lors, la consommation de cette boisson devint partie intégrante de leur rituel monastique, un secret précieux qu'ils gardèrent jalousement pendant des générations. Les arbres de café continuaient à pousser dans leur forêt d'altitude, indifférents à l'agitation qu'ils avaient créée, produisant leurs baies année après année, suivant le cycle éternel des saisons. Les pluies venaient, abondantes et généreuses, nourrir leurs racines qui plongeaient profondément dans le sol volcanique riche en minéraux. Le soleil filtrait à travers le couvert forestier, créant des puits de lumière qui se déplaçaient lentement au fil de la journée, illuminant tour à tour différentes parties de la canopée. Les insectes bourdonnaient autour des petites fleurs blanches et parfumées qui précédaient les fruits, transportant le pollen d'un arbre à l'autre dans une danse millénaire qui assurait la reproduction de l'espèce, et les fruits grossissaient lentement, passant du vert au jaune, puis à l'orange et enfin au rouge profond qui signalait leur maturité, tandis que les grains à l'intérieur durcissaient progressivement, accumulant les huiles et les composés aromatiques qui allaient faire la richesse du café. Les villageois éthiopiens commencèrent à cultiver ces arbres, d'abord de manière timide et expérimentale, puis avec une expertise croissante au fil des générations. Ils apprirent à reconnaître les signes d'un plant sain, à identifier les parasites et les maladies, à tailler les branches pour favoriser une production optimale. Ils développèrent des techniques de cueillette minutieuses, sachant que seules les baies parfaitement mûres donneraient le meilleur café, et ils formèrent leurs enfants dès le plus jeune âge à distinguer les nuances de rouge qui indiquaient le moment idéal de la récolte. La cueillette se faisait à la main, baie par baie, dans un processus long et laborieux qui exigeait patience et attention, car chaque arbre portait simultanément des fleurs, des fruits verts et des fruits mûrs, et il fallait revenir plusieurs fois sur la même branche au cours d'une saison,
Une fois cueillies, les baies étaient étalées au soleil sur de grandes nattes tressées, où elles séchaient lentement sous le regard vigilant des femmes, qui les retournaient régulièrement pour assurer un séchage uniforme. Le soleil d'altitude, intense mais tempéré par la brise fraîche, faisait son œuvre, évaporant progressivement l'humidité contenue dans la chair sucrée du fruit. Quand les baies étaient enfin sèches, leur peau devenue cassante et friable, on les battait pour séparer les grains de leur enveloppe protectrice, révélant ces deux petites fèves oblongues, d'un vert pâle tirant sur le gris, qui allaient être torréfiées puis infusées. Cette méthode de traitement, qu'on appelle aujourd'hui la méthode naturelle ou sèche, imprégnait les grains des arômes fruités et complexes de la chair qui les entourait, créant un profil gustatif unique, qui reste encore aujourd'hui la signature des cafés éthiopiens. Les familles se réunissaient le soir autour du foyer, quand les ombres s'allongeaient et que la température baissait avec la rapidité caractéristique des régions montagneuses. Une femme, généralement la matriarche ou l'épouse aînée, présidait la cérémonie du café, un rituel qui pouvait durer plusieurs heures et qui constituait un moment sacré de partage et de communion. Elle commençait par laver les grains verts dans un grand plat de céramique, les frottant doucement entre ses paumes pour éliminer toute impureté, puis les étalait sur un plateau rond tressé pour les sécher. Ensuite, elle allumait un petit brasero de charbon de bois, attendant patiemment que les braises atteignent la température parfaite, ni trop chaude, ni trop tiède, avant de placer dessus une poêle plate en métal noirci par des années d'utilisation. Elle versait les grains verts dans la poêle et commençait à les agiter doucement, d'un mouvement circulaire régulier et hypnotique, tandis que les enfants et les invités regardaient avec fascination la transformation qui s'opérait sous leurs yeux. Les grains passaient progressivement du vert pâle au jaune, puis au brun clair, et enfin au brun foncé, presque noir, craquant et gonflant légèrement sous l'effet de la chaleur. Un arôme extraordinaire commençait à se dégager, emplissant la pièce d'un parfum qui évoquait simultanément la terre, le ciel et tout ce qui se trouve entre les deux. C'était un parfum de célébration et de recueillement, de tradition et d'innovation, un parfum qui disait aux convives qu'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, d'une chaîne interrompue qui remontait jusqu'aux origines même de leur culture. Quand les grains atteignaient le degré de torréfaction désiré, la femme retirait la poêle du feu et laissait les grains refroidir légèrement avant de les présenter à l'assemblée, passant le plateau sous le nez de chaque personne pour qu'elle puisse inhaler profondément ce parfum sacré. Puis elle versait les grains dans un mortier de bois sculpté, poli par des générations d'utilisation, et commençait à les piler avec un pilon lourd, écrasant les grains torréfiés en une poudre grossière qui libérait des effluves encore plus intenses. Le bruit rythmique du pilon contre le mortier résonnait dans la nuit, un son rassurant et ancestral qui signalait à tout le voisinage qu'une cérémonie du café était en cours, que la convivialité et la chaleur humaine triomphaient une fois de plus de l'obscurité et de la solitude. Traversons maintenant les montagnes et les déserts, franchissons le détroit qui sépare l'Afrique de la péninsule arabique, et posons nos pas imaginaires sur les terres arides du Yémen, où le café allait connaître sa première grande expansion, sa première métamorphose de secret local en marchandise convoitée. Le Yémen des temps anciens, cette terre de contrastes violents, où les montagnes escarpées plongent brutalement vers la mer Rouge, où les wadis asséchés se transforment en torrents furieux lors des rares pluies, où les oasis verdoyantes surgissent comme des miracles au milieu de l'aridité minérale. C'est ici, dans les terrasses cultivées qui s'accrochent au flanc des montagnes, comme des escaliers vers le ciel, que les marchands et les moines soufis ont importé les premiers plants de café éthiopiens, probablement au XVe siècle, bien que les dates exactes se perdent dans les brumes de l'histoire, les monastères soufis du Yémen. Ces confréries mystiques qui cherchaient l'union avec le divin à travers la danse, le chant et la méditation prolongée, adoptèrent le café avec un enthousiasme qui allait changer le cours de l'histoire. Les derviches passaient leur nuit en veillée spirituelle, tournoyant inlassablement au son des tambours et des flûtes, salmodiant les 99 noms de Dieu jusqu'à atteindre un état de transe extatique où l'ego individuel se dissolvait dans l'océan de la conscience divine. Mais ces pratiques exigeaient une endurance physique considérable, et beaucoup de disciples s'endormaient avant d'atteindre l'illumination recherchée. Vaincus par la fatigue naturelle du corps qui réclame son repos, le café devint pour eux un allié précieux dans leur quête spirituelle.
une boisson qui repoussait les frontières de la fatigue, sans altérer la clarté de l'esprit, qui maintenait le corps éveillé tout en laissant l'âme libre de s'envoler vers les hauteurs contemplatives. Il l'appelait kawa, un terme qui désignait originellement le vin, cette autre boisson qui altère la conscience, mais qui fut réaffectée au café lorsque l'islam interdit l'alcool. Le café devint ainsi le vin de l'islam, la boisson licite qui permettait une forme d'ivresse spirituelle, sans enfreindre les commandements religieux. Dans les tekkes, ces lieux de rencontre et de pratique des soufis, de grandes jarres de café infusé attendaient les pratiquants, et des serviteurs circulaient constamment avec des plateaux de petites tasses fumantes, veillant à ce que personne ne manque de cette énergie liquide qui soutenait leurs efforts spirituels. La culture du café se répandit rapidement dans les montagnes yéménites, transformant des terrains jadis considérés comme impropres à l'agriculture en jardins productifs, suspendus entre ciel et terre. Les paysans construisirent des terrasses élaborées, retenues par des murs de pierre sèche qui serpentaient le long des pentes, selon les courbes de niveau, créant une mosaïque de parcelles étroites, où chaque centimètre carré de terre était précieusement cultivé. Ils détournèrent l'eau des sources de montagne à travers des systèmes d'irrigation ingénieux, des canaux creusés dans la roche qui amenaient l'eau, là où elle était nécessaire, goutte à goutte, avec une parcimonie dictée par la rareté de cette ressource vitale. Les caféiers s'épanouirent dans ces conditions difficiles, développant des arômes concentrés et intenses, marqués par le terroir unique de ces montagnes battues par les vents, chauffées par un soleil implacable le jour et refroidies par des nuits fraîches qui créent un choc thermique favorable à la maturation des fruits. Le port de Mocha, petite ville côtière nichée au fond d'une baie protégée de la mer Rouge, devint le centre névralgique du commerce du café, le point de passage obligé pour tous les grains qui quittaient le Yémen à destination du reste du monde. Les navires arabes, ces boutres élégants aux voiles triangulaires, qui glissaient sur les flots portés par les vents de mousson, accostaient régulièrement au quai de Mocha, leurs cales se remplissant de sacs de toile brute, contenant les précieux grains verts. Les marchands se pressaient dans les entrepôts sombres et frais qui bordaient le port, négociant âprement les prix, examinant les échantillons avec des gestes experts, humant les grains, les croquant même parfois pour évaluer leur qualité et leur origine. L'air était saturé du parfum terreux et herbacé du café vert, mêlé aux senteurs marines du port, aux effluves d'épices et d'encens qui provenaient des autres cargaisons. Les autorités yéménites, conscientes de la valeur de ce commerce qui enrichissait leur royaume, établirent un monopole strict sur le café, interdisant l'exportation de plants vivants ou de grains capables de germer. Seuls les grains ayant été ébouillantés ou légèrement torréfiés, rendus stériles et incapables de reproduction, pouvaient quitter le territoire. Des gardes surveillaient les cargaisons, inspectant méticuleusement chaque sac pour s'assurer qu'aucune graine fertile ne s'échappait, que le secret de la culture du café restait bien gardé entre les mains yéménites. Pendant plus d'un siècle, cette stratégie fonctionna remarquablement bien, et le Yémen maintint son monopole sur la production de café, devenant immensément riche grâce à cette culture exclusive. Mais les secrets ont une manière de se propager malgré toutes les précautions, et il était inévitable que tôt ou tard, quelqu'un trouve un moyen de contourner les interdictions. La légende raconte qu'un pèlerin musulman nommé Baba Budan, de retour de la Mecque au XVIIe siècle, cacha 7 grains de café fertiles dans les plis de sa robe, enveloppés soigneusement dans un tissu pour les protéger de l'humidité et des regards indiscrets. Il traversa la mer Rouge avec son précieux butin, remonta vers le nord en suivant les routes caravanières, et finalement planta ses grains dans les collines de Karnataka, dans le sud de l'Inde, où ils donnèrent naissance aux premières plantations de café indiennes. D'autres tentatives similaires eurent lieu, certaines réussies, d'autres non, et progressivement, le monopole yéménite se fissura, puis s'effondra, tandis que de nouvelles régions productrices émergeaient autour de la ceinture tropicale du globe. Mais revenons au Yémen du XVIe siècle, quand le café était encore un secret bien gardé, quand les caravanes traversaient les déserts du Hedjaz et du Nejd pour apporter ces sacs précieux jusqu'à la Mecque et Médine, puis vers le nord, vers Damas et Alep, et finalement vers Constantinople, cette ville extraordinaire qui allait devenir le creuset où le café se transformerait en phénomène social. Imaginez ces caravanes dans la pénombre de l'aube, quand le soleil n'est encore qu'une promesse rouge à l'horizon oriental,
quand les chameaux sont chargés un par un avec des gestes précis et efficaces, fruit d'une expertise transmise de génération en génération. Les conducteurs de caravanes connaissent chaque point d'eau, chaque oasis, chaque passage sûr à travers les zones contrôlées par les tribus bédouines qui exigent leur tribu pour garantir un passage paisible. Le voyage pouvait durer des mois, selon la destination finale et les détours nécessaires pour éviter les tempêtes de sable, les raids de bandits ou les zones de conflit entre tribus rivales. Les caravanes progressaient lentement, au rythme chaloupé des chameaux, couvrant peut-être 15 à 20 km par jour dans les bonnes conditions. La nuit, les hommes dressaient un campement temporaire, déchargeant les animaux, dressant des tentes basses qui offraient une protection minimale contre le vent du désert. Ils allumaient un feu, souvent avec du bois de chameau séché qu'ils avaient transporté précisément dans ce but, car le désert offre peu de combustible, et invariablement, quelqu'un sortait une poignée de grains de café, les torréfiait dans une petite poêle de cuivre sur les braises, les pilait dans un mortier portable et préparait une infusion forte et amère qui réchauffait les corps refroidis par la nuit du désert et réconfortait les esprits fatigués par la monotonie du voyage. Ces moments autour du feu, quand les étoiles brillaient avec une intensité qu'on ne voit que dans les déserts, quand le silence était si profond qu'on pouvait entendre le sable murmurer sous l'effet du vent, ces moments où les hommes partageaient leur café tout en racontant des histoires de djinns et de héros, de villes lointaines et de trésors cachés, constituaient peut-être l'essence même de ce qu'allait devenir la culture du café. Un moment de pause, de connexion humaine, de chaleur partagée dans un environnement hostile, un instant où le temps suspend son cours et où l'on peut simplement exister, savourer, réfléchir. Constantinople, la ville des villes, la perle du Bosphore, le pont entre deux continents et deux mondes, découvrit le café au XVIe siècle avec un enthousiasme qui allait transformer non seulement ses habitudes sociales, mais aussi son architecture et sa culture. Les premiers grains arrivèrent probablement dans les bagages des marchands levantins, ces intermédiaires cosmopolites qui parlaient 10 langues et naviguaient avec aisance entre les cultures, transportant non seulement des marchandises, mais aussi des idées, des recettes, des modes de vie. Ils ouvrirent les premiers établissements dédiés à la consommation du café, de petites échoppes sombres et enfumées où les hommes pouvaient s'asseoir sur des banquettes basses, fumer leur narguilé, jouer au backgammon, et siroter cette boisson noire et amère qui stimulait leur esprit et déliait leur langue. Ces premiers kahvekhans, comme on les appelait en turc, étaient des lieux simples et fonctionnels, sans grande prétention esthétique, mais ils remplissaient un vide social que personne n'avait vraiment identifié auparavant. Ils offraient un espace neutre où les hommes de différentes classes sociales pouvaient se rencontrer et converser, où un marchand pouvait discuter avec un lettré, où un artisan pouvait écouter les récits d'un voyageur fraîchement revenu de Perse ou d'Égypte. Le café servait de lubrifiant social, facilitant les conversations, aiguisant l'esprit pour les discussions philosophiques ou politiques, créant une atmosphère à la fois détendue, stimulante qui encourageait l'échange d'idées. Le succès fut immédiat et éclatant. En quelques décennies, Constantinople comptait des centaines de cafés, chacun développant sa propre clientèle, sa propre atmosphère, sa propre spécialité. Certains devinrent des lieux de rendez-vous pour les poètes et les calligraphes, qui s'y retrouvaient pour réciter leurs œuvres, critiquer celles des autres, discuter des mérites comparés de tel ou tel style d'écriture. D'autres attiraient les joueurs d'échecs, et l'on pouvait y voir des maîtres concentrés pendant des heures sur leur plateau, médisant chaque mouvement avec une intensité quasi religieuse, tandis que les spectateurs se pressaient autour d'eux, pariant sur l'issue de la partie. D'autres encore devinrent des centres d'information, où circulaient les nouvelles de l'Empire et du monde, où l'on discutait de la dernière campagne militaire, des nominations politiques, des intrigues de palais. Les propriétaires de cafés rivalisaient d'ingéniosité pour attirer et retenir leur clientèle. Ils engageaient des conteurs professionnels, des médas, qui tenaient leur auditoire en haleine pendant des heures avec des récits épiques, des histoires d'amour tragiques, des anecdotes comiques sur les travers de la société. Ils installaient des musiciens dans des coins stratégiques, créant une ambiance sonore qui allait du doux chant du oud au rythme plus enlevé des tambours et des urnas. Ils décoraient leurs établissements avec des tapis précieux, des lampes de cuivre ciselées,
des panneaux de faïence Disney représentant des motifs floraux ou géométriques qui captaient et réfléchissaient la lumière de manière hypnotique. La préparation du café elle-même devint un art raffiné. Les Turcs développèrent leur propre méthode, distincte de celle des Arabes ou des Éthiopiens, une méthode qui allait devenir emblématique et se répandre dans tout l'Empire ottoman et au-delà. Ils moulaient le café torréfié en une poudre extrêmement fine, presque aussi fine que du talc, et le mélangeaient avec de l'eau froide et du sucre dans une petite casserole de cuivre à long manche qu'on appelait sevu ibrik. Cette casserole était ensuite placée sur des braises chaudes, et le mélange était chauffé lentement, très lentement, sans jamais bouillir vraiment, mais en approchant plusieurs fois du point d'ébullition, formant une mousse épaisse et crémeuse qui montait vers le bord de la casserole. Au dernier moment, juste avant que la mousse ne déborde, la seive était retirée du feu, et on laissait la mousse retomber, avant de remettre la casserole sur les braises, pour répéter l'opération 2 ou 3 fois. Ce processus créait un café d'une richesse et d'une densité extraordinaire, avec une mousse onctueuse qui flottait à la surface, et qui était considérée comme la marque d'un café parfaitement préparé. Le café était versé directement dans de petites tasses de porcelaine fine, sans être filtré, et on le buvait lentement, en laissant le marc se déposer au fond de la tasse, en savourant chaque gorgée de ce breuvage intense qui explosait en bouche avec des arômes de chocolat noir, de cardamome, parfois de rose ou de mastic selon les épices ajoutées. Et quand la tasse était vide, il restait ce dépôt de marc au fond, ces motifs aléatoires formés par la poudre de café qui adhérait aux parois de porcelaine, et toute une tradition de lecture de l'avenir se développa autour de ces formes, les diseuses de bonne aventure interprétant les symboles qu'elles y voyaient pour prédire le mariage, la richesse, les voyages ou les malheurs à venir. Mais le succès même du café allait attirer l'attention des autorités religieuses et politiques, toujours méfiantes envers toute innovation qui pourrait menacer l'ordre établi ou corrompre les mœurs. Les oulémas débattirent longuement de la licéité du café selon la loi islamique. Certains arguaient qu'il s'agissait d'une substance intoxicante, semblable au vin, et qu'elle devait donc être interdite. D'autres rétorquaient qu'elle n'altérait pas le jugement comme le fait l'alcool, qu'elle clarifiait au contraire l'esprit et aidait à la prière. Le débat fit rage pendant des années, avec des revirements successifs, des interdictions suivies de levées d'interdictions, des cafés fermés de force, puis autorisés à rouvrir. Le sultan Murad Kar, connu pour son tempérament violent et son rigorisme moral, interdit formellement le café au début du XVIIe siècle, considérant que les cafés étaient devenus des foyers de sédition ou sourdis des complots contre son pouvoir. Il fit fermer tous les établissements de Constantinople, et la légende raconte qu'il se déguisait parfois en simple citoyen pour parcourir les rues la nuit, et que quiconque il trouvait en train de boire du café en cachette était exécuté sur le champ, parfois décapité par le sultan lui-même. Mais même cette répression féroce ne put éradiquer l'habitude du café, et dès la mort de Murad, les cafés rouvrirent comme si de rien n'était, preuve que certaines innovations sociales, une fois adoptées, deviennent pratiquement impossibles à supprimer. Le café ottoman développa également toute une étiquette complexe autour de sa consommation, la manière dont on vous offrait le café, le moment où on vous le servait, la qualité de la tasse utilisée. Tous ces détails transmettaient des messages subtils sur votre statut social et la nature de votre relation avec votre hôte. Dans les familles aisées, c'était souvent la tâche de la jeune mariée de préparer le café pour les visiteurs, et la qualité de sa préparation était considérée comme un reflet de ses qualités d'épouse. On raconte que certaines jeunes filles, pour se venger d'un prétendant indésirable, préparaient délibérément un café excessivement salé ou amer, envoyant ainsi un message clair sans avoir à prononcer un seul mot. Les voyageurs européens qui visitaient Constantinople ramenaient avec eux des récits fascinés sur ces étranges établissements où l'on buvait une boisson noire et amère, où l'on passait des heures à discuter et à fumer, où la vie sociale semblait tourner autour de cette substance mystérieuse. Certains ramenaient même des grains de café, curieux de faire goûter cette nouveauté exotique à leurs compatriotes, plantant ainsi les graines d'une révolution sociale qui allait bientôt transformer l'Europe à son tour. Venise fut la première ville européenne à succomber au charme du café, ce qui n'était guère surprenant étant donné ses liens commerciaux étroits avec l'Empire ottoman
et son rôle de porte d'entrée des marchandises orientales vers l'Europe. Les marchands vénitiens, ces navigateurs audacieux qui avaient établi des comptoirs commerciaux dans tout le Levant, découvrirent le café lors de leur séjour à Constantinople, Alexandrie ou Smyrne, et ils furent parmi les premiers à comprendre le potentiel commercial de cette nouvelle boisson. Les premiers sacs de café arrivèrent probablement à Venise au début du XVIIe siècle, transportés dans les cales des galères marchandes qui rentraient au port chargés de soie, d'épices, de tapis persans et de toutes les richesses de l'Orient. Au début, le café était vendu principalement comme médicament, dans les apothicaires qui bordaient les places et les canaux de la Sérénissime. On lui attribuait toutes sortes de vertus thérapeutiques, certaines réelles, d'autres purement imaginaires. Il était censé aider la digestion, soulager les maux de tête, clarifier l'esprit, stimuler la circulation du sang et même guérir la mélancolie. Les riches vénitiens payaient des sommes considérables pour quelques onces de ces grains exotiques qu'ils faisaient préparer par leurs domestiques selon les instructions approximatives glanées auprès des marchands. Le résultat était souvent décevant, le café étant soit trop amer, soit trop faible, soit préparé de manière si maladroite qu'il en devenait imbuvable, mais progressivement, des experts apparurent, des hommes qui avaient vécu à Constantinople ou qui avaient été formés par des maîtres turcs et qui savaient exactement comment torréfier, moudre et infuser le café pour en extraire le meilleur. En 1645, le premier café public ouvrit ses portes sur la Piazza San Marco, sous les arcades du Procuratie, offrant aux Vénitiens un espace où ils pouvaient expérimenter cette nouveauté orientale dans un cadre approprié. L'établissement fut un succès immédiat, attirant non seulement les marchands et les nobles, mais aussi les artistes, les écrivains, les musiciens, tous curieux de découvrir cette boisson dont on disait qu'elle éveillait la créativité et favorisait la conversation. Le café le plus célèbre de Venise, le Café Florian, ouvrit ses portes en 1720 et il est toujours en activité aujourd'hui, un lien vivant avec cette époque lointaine où le café était encore une nouveauté excitante. Imaginez-vous assis sous ces arcades, au XVIIIe siècle, entouré d'hommes en perruques poudrées et de femmes en robes de soie, écoutant le murmure des conversations en italien, en français, en allemand, car Venise était alors un carrefour cosmopolite, où se rencontraient les cultures de toute l'Europe. Les serveurs circulent avec des plateaux d'argent, portant ces petites tasses de porcelaine fumante, et l'air est saturé du parfum du café fraîchement préparé, mêlé aux senteurs des pâtisseries que les boulangers apportent plusieurs fois par jour. De Venise, le café se répandit vers le nord, traversant les Alpes pour atteindre Vienne, cette autre grande ville impériale qui allait développer sa propre culture du café, tout aussi riche et distincte que celle de Constantinople ou de Venise. La légende veut que ce soit après le siège de Vienne par les Turcs en 1683, quand les armées ottomanes en retraite abandonnèrent des sacs de café dans leur campement, qu'un entrepreneur polonais nommé Kolczycki récupéra ces grains et ouvrit le premier café viennois. L'histoire est probablement apocryphe dans ses détails, mais elle contient une vérité symbolique sur la manière dont le café passa du monde islamique au monde chrétien, transporté non seulement par le commerce mais aussi par les hasards de la guerre et de l'histoire. Les cafés viennois développèrent rapidement leur propre style, plus élégant et raffiné que les cafés cannes turcs, avec leurs grands miroirs dorés, leurs lustres de cristal, leurs banquettes de velours rouge. Ils devinrent des salons littéraires et intellectuels, des lieux où écrivains et compositeurs passaient leur journée entière, commandant une seule tasse de café qui leur donnait le droit de rester aussi longtemps qu'ils le souhaitaient, utilisant les tables de marbre comme bureaux improvisés pour écrire leurs romans, leurs symphonies, leurs poèmes. C'est dans ces cafés que naquirent certaines des plus grandes œuvres de la littérature et de la musique européenne, créées dans une atmosphère enfumée et bruyante, alimentée par un flux constant de caféine et de conversation. Paris découvrit le café un peu plus tard, mais l'adopta avec une passion qui allait faire de la ville lumière la capitale mondiale de la culture du café pendant plus de 2 siècles. Le premier café parisien, le café Procope, ouvrit en 1686 sur la rive gauche, près de la Comédie Française, et il attira immédiatement l'élite intellectuelle de la ville. Voltaire y aurait bu jusqu'à 40 tasses de café par jour, une habitude qui inquiétait ses médecins, mais qu'il maintenait avec une obstination caractéristique.
affirmant que le café était le combustible de son esprit brillant et acéré. Les encyclopédistes s'y retrouvaient pour discuter de leurs projets révolutionnaires. Et pendant la Révolution française, les cafés parisiens devinrent de véritables clubs politiques où s'élaboraient les idées qui allaient renverser la monarchie et transformer la France. Londres ne fut pas en reste, développant sa propre culture du café qui différait notablement de celle du continent. Les coffee houses anglaises étaient des lieux plus sobres, moins décorés, où l'accent était mis sur l'information et le commerce plutôt que sur l'esthétique ou la conversation philosophique. On les surnommait les universités à un penny, car pour le prix d'une tasse de café, on pouvait accéder non seulement à la boisson, mais aussi aux journaux, aux gazettes, aux dernières nouvelles de la bourse et du monde. Chaque coffee house se spécialisait dans un domaine particulier. Lloyd's devint le rendez-vous des assureurs maritimes et donna naissance à la célèbre compagnie d'assurance. Jonathan's était le lieu de prédilection des courtiers en actions et contribua à la création de la bourse de Londres. Les scientifiques se retrouvaient au Grecian, les littérateurs au Wills. Le café modifiait ainsi la structure même de la vie sociale européenne, créant de nouveaux espaces publics où les idées pouvaient circuler librement, où les frontières de classe s'estompaient temporairement, où la méritocratie intellectuelle triomphait, du moins en théorie, sur les privilèges de la naissance. Les historiens ont souvent souligné le rôle que jouèrent ces cafés dans l'émergence des Lumières et dans les révolutions politiques qui suivirent. Le café ne nourrissait pas seulement les corps, il alimentait les esprits, favorisait le débat, stimulait la créativité et créait un espace où de nouvelles idées pouvaient germer, mais parallèlement à cette conquête sociale et intellectuelle, le café connaissait aussi une transformation botanique et géographique qui allait changer radicalement les conditions de sa production. Les Européens, frustrés de dépendre des sources arabes pour leur approvisionnement en café, rêvaient de cultiver leur propre caféier dans leurs colonies tropicales. Les Hollandais furent les premiers à réussir ce pari audacieux. En 1696, ils réussirent à obtenir des plants de café, probablement volés ou acquis par la corruption dans un port yéménite, et ils les transportèrent jusqu'à Java, leur colonie indonésienne, où le climat et le sol se révélèrent parfaitement adaptés à la culture du café. Les plantations javanaises prospérèrent, produisant bientôt des quantités de café qui rivalisaient avec celles du Yémen et à des prix bien inférieurs. Le monopole arabe était définitivement brisé et une nouvelle ère commençait, une ère qui allait voir la culture du café se répandre dans toutes les régions tropicales du globe, de l'Amérique latine à l'Afrique, en passant par l'Asie du Sud-Est. Les Français plantèrent du café à la Martinique et à Saint-Domingue, les Portugais au Brésil, les Espagnols en Colombie et au Guatemala. Partout, les conditions étaient similaires. Un besoin d'altitude modérée, de pluie abondante mais bien distribuée, de sol volcanique riche en nutriments, et malheureusement aussi, dans de nombreux cas, d'une main-d'œuvre servile ou semi-servile pour effectuer le travail éprouvant de la culture et de la récolte. Mais l'Issa Plut, le rituel du soir, ce moment suspendu entre le jour et la nuit, entre l'activité et le repos, offre peut-être le cadre le plus approprié pour savourer pleinement le café, pour en faire non pas simplement une source d'énergie, mais un véritable moment de méditation, de connexion avec soi-même et avec les siècles d'histoire que chaque tasse contient. Imaginez-vous dans votre cuisine, alors que le crépuscule teinte les fenêtres d'un orange doux qui s'assombrit progressivement vers le violet et le bleu profond. Les bruits de la journée s'estompent, le monde extérieur ralentit son rythme frénétique, et vous disposez enfin de ces quelques minutes précieuses pour vous-même, pour ce rituel simple mais profondément satisfaisant de la préparation du café. Vous sortez votre paquet de grains, peut-être des grains éthiopiens, pour boucler la boucle de notre voyage, des grains qui portent encore en eux quelque chose de cette forêt ancestrale où tout a commencé. Vous les versez dans le moulin, écoutant le bruit mat qu'ils font en tombant dans la trémie, un son qui évoque les grains de pluie sur un toit de tôle ou les pas légers dans le gravier. Vous actionnez le moulin, que ce soit un moulin manuel où vous sentez la résistance des grains sous vos doigts, ou un moulin électrique qui remplit la pièce de son ronronnement rassurant. L'arôme se libère immédiatement, cette explosion olfactive qui ne se produit que lorsque la structure cellulaire des grains est brisée, libérant les huiles essentielles
et les composés volatiles qui portent toute la complexité aromatique du café. Vous préparez votre eau, la portant à la température idéale, ni trop chaude ce qui brûlerait le café et en extrairait l'amertume, ni trop tiède ce qui donnerait une extraction incomplète et fade. 90 à 95 degrés Celsius, juste en dessous du point d'ébullition, quand de petites bulles commencent à peine à se former au fond de la bouilloire. Vous versez le café moulu dans votre méthode d'infusion préférée, que ce soit une cafetière à piston où vous observez l'infusion à travers le verre transparent, une cafetière italienne qui sifflera joyeusement quand le café sera prêt, ou simplement une tasse avec un filtre posé dessus. Dans la plus pure tradition de la lenteur et de la simplicité, vous versez l'eau sur le café, lentement, en spirale, observant la mousse qui se forme à mesure que l'eau libère le CO2, emprisonné dans le café fraîchement moulu. Cette mousse, qu'on appelle la bloom en anglais, le bourgeonnement, est le premier signe que votre café est frais, qu'il n'a pas perdu ses qualités à force d'attendre dans un placard. Vous continuez à verser, laissant l'eau faire son œuvre d'extraction, dissolvant les substances solubles du café, emportant avec elle les arômes, les huiles, tout ce qui fera la richesse de votre tasse finale. Pendant que le café infuse, vous pouvez simplement rester là, debout et sans rien faire d'autre que respirer et exister. C'est un luxe rare dans notre monde moderne, ce moment de pure attente, sans téléphone, sans écran, sans obligation de productivité. Juste vous et le café en train de se faire, et le temps qui s'écoule à son propre rythme. Indifférent aux urgences artificielles que nous créons constamment, vous observez peut-être, par la fenêtre, comment la lumière du jour disparaît progressivement, comment les ombres s'allongent puis se fondent dans l'obscurité générale, comment les premières étoiles apparaissent timidement dans le ciel qui s'assombrit. Le café est prêt. Vous le versez dans votre tasse favorite, celle qui tient parfaitement dans vos mains, celle dont le poids et la texture sont devenus si familiers qu'ils font partie intégrante du rituel. La vapeur monte en volutes gracieuses, dessinant des arabesques éphémères dans l'air avant de se dissiper. Vous approchez la tasse de votre visage, fermez les yeux et inspirez profondément, laissant le parfum envahir vos narines, descendre dans vos poumons, se diffuser dans tout votre être. Ce parfum contient toute l'histoire que nous avons parcourue ensemble ce soir. Il contient la forêt éthiopienne brumeuse, les terrasses yéménites battues par le soleil, les caravanes du désert, les cafés de Constantinople, les coffee houses de Londres, les plantations tropicales. Chaque tasse est un condensé d'histoire mondiale, un artefact culturel qui porte en lui des millénaires de commerce, d'échanges, de créativité humaine. Vous prenez votre première gorgée, lentement, laissant le liquide chaud rouler sur votre langue, toucher toutes les papilles gustatives qui vont décoder sa complexité. Il y a d'abord l'amertume, cette amertume noble et satisfaisante qui n'a rien à voir avec celle d'un café mal préparé. Puis viennent les notes fruitées, peut-être de baies sauvages ou d'agrumes, héritées du terroir où les caféiers ont poussé. Il y a des touches de chocolat noir, de noix grillées, de caramel peut-être si la torréfaction a été poussée un peu plus loin, et il y a cette acidité brillante, vivante, qui fait danser le café sur votre palais, qui lui donne cette qualité vibrante et engageante. Vous buvez lentement, sans précipitation, en savourant chaque gorgée comme si c'était la première ou la dernière. Entre chaque gorgée, vous posez la tasse, laissez le café refroidir légèrement, car différentes températures révèlent différents aspects du profil aromatique. Un café très chaud mettra en avant certaines notes, tandis qu'un café tiède en révélera d'autres, et même un café presque froid aura encore des secrets à partager avec celui qui prend le temps de l'écouter. Ce rituel du café du soir n'est pas censé vous réveiller, vous stimuler pour affronter de nouvelles tâches. C'est plutôt un moment de transition, un seuil que vous franchissez entre le monde du faire et celui de l'être. Le café vous accompagne dans ce passage, non pas en vous agitant, mais en vous centrant, en vous ramenant à vous-même après une journée passée à répondre aux sollicitations extérieures. La caféine est là, bien sûr, mais son effet dépend aussi de votre état d'esprit, de vos attentes, de la manière dont vous l'abordez. Bu dans le calme et la contemplation, elle peut devenir un outil de méditation plutôt qu'un stimulant brutal. Vous pouvez accompagner votre café d'un petit morceau de chocolat noir, dont l'amertume résonne en harmonie avec celle du café,
créant un accord parfait qui transcende les deux saveurs individuelles. Ou peut-être préférez-vous quelques biscuits secs, simples et peu sucrés, qui servent de palais neutre entre chaque gorgée. Ou alors vous ne prenez rien du tout, laissant le café régner en maître absolu, sans compétition ni distraction. Pendant que vous sirotez, votre esprit vagabonde peut-être, suivant des chemins de pensée qui ne mènent nulle part en particulier, qui n'ont pas besoin de conclusion ou de résolution. Vous pensez aux événements de la journée, mais sans jugement, sans analyse excessive, simplement en les laissant défiler comme des nuages dans le ciel de votre conscience. Vous pensez peut-être à demain, aux tâches qui vous attendent, mais là encore, sans anxiété, juste en prenant note mentale, en organisant doucement vos priorités sans stress ni urgence. Ou peut-être que vous ne pensez à rien de particulier, laissant simplement votre esprit flotter dans cet état de demi-conscience, apaisé que seuls ces moments de rituel solitaire peuvent produire. Vous êtes conscient du poids de la tasse dans vos mains, de la chaleur qui se diffuse dans vos paumes, de l'odeur qui continue à s'élever même quand le café refroidit, changeant subtilement de caractère à mesure que la température baisse. Vous êtes conscient de votre respiration, devenue lente et profonde sans que vous y pensiez, de votre posture détendue, de cette sensation de paix qui s'installe progressivement dans tout votre corps. La tasse se vide lentement, trop lentement peut-être, car vous n'avez pas envie que ce moment se termine, que le rituel s'achève et vous ramène aux obligations ordinaires de la soirée. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et il y a une satisfaction particulière dans cette finitude, dans le fait de savoir que c'est précisément parce que le moment est limité qu'il est précieux. Vous prenez la dernière gorgée, la gardez en bouche un instant avant de l'avaler, fermez les yeux pour mieux enregistrer cette expérience finale dans votre mémoire sensorielle, puis vous posez la tasse vide sur la table ou dans l'évier et vous restez assis encore un moment, simplement assis, sans rien faire, en laissant l'effet du café se diffuser dans votre système, en sentant cette clarté douce qui s'installe dans votre esprit, cette sensation de plénitude tranquille qui n'a rien à voir avec l'excitation fébrile qu'on associe souvent au café. C'est une énergie calme, centrée, qui vous permet d'aborder la suite de votre soirée avec sérénité, que vous ayez l'intention de lire, d'écrire, de méditer, de converser avec des êtres chers, ou simplement de vous installer confortablement et de laisser le sommeil venir quand il sera prêt. Le café, dans ce contexte, devient bien plus qu'une simple boisson stimulante. Il devient un ancrage, un point fixe, dans le flux constant du temps. Un rituel qui marque la transition entre les différentes phases de votre journée et de votre vie. C'est un fil qui vous relie à vous-même, à votre histoire personnelle, de tous ces cafés que vous avez bu, de tous ces moments que vous avez passés avec une tasse entre les mains. Et c'est aussi un fil qui vous relie à l'histoire plus vaste de l'humanité, à tous ces gens qui, à travers les siècles et les continents, ont trouvé dans cette boisson simple un moyen de se connecter, de réfléchir, de créer, de simplement être. Alors que vous vous préparez maintenant à vous retirer pour la nuit, à laisser cette journée s'achever et faire place au repos réparateur du sommeil, emportez avec vous cette sensation de paix que le rituel du café a créée. Laissez-la vous accompagner dans votre lit, se diffuser dans vos membres qui se détendent, s'installer dans votre esprit qui ralentit progressivement, préparant le terrain pour les rêves qui viendront bientôt. Le parfum du café persiste, peut-être encore légèrement sur vos lèvres, un dernier souvenir tangible de ce voyage que nous avons fait ensemble, de l'Éthiopie à Constantinople, de Venise à Paris, et finalement ici, dans votre propre cuisine, dans votre propre rituel du soir. Fermez les yeux maintenant, sentez la lourdeur revenir dans vos membres, cette lourdeur bienfaisante qui annonce le sommeil. Votre respiration ralentit encore, devient plus profonde, plus régulière. Les pensées de la journée se dissolvent progressivement dans la brume du demi-sommeil. Et vous glissez doucement, si doucement, vers le royaume des rêves, porté par les arômes du café qui s'attardent encore dans votre mémoire, bercé par l'histoire millénaire d'une graine qui a traversé les océans et les siècles pour venir jusqu'à vous. Que votre sommeil soit aussi doux et profond que le café était riche et réconfortant. Que vos rêves vous emmènent vers des contrées lointaines, des forêts brumeuses, des caravanes sous les étoiles, des cafés emplis de conversation et de lumière, et que vous vous réveillez demain matin, rafraîchi et renouvelé, prêt à commencer un nouveau jour, peut-être avec une nouvelle tasse de café, un nouveau rituel, une nouvelle opportunité de vous connecter avec cette histoire intemporelle
qui coule dans chaque goutte de cette boisson extraordinaire. Bonne nuit, que le voyage continue dans vos rêves.